Bienvenue en 2025. Êtes-vous content de laisser 2024 derrière nous? Êtes-vous heureux de rejoindre 2025? Pensez-vous vous aussi qu'il sera difficile de faire pire que les précédentes années? Bitcoin a plus de 16 ans. Il n'y a pas grand chose à dire, mais la vraie blockchain, le Genesis Block, a été lancé le 3 janvier 2009. Bitcoin a donc plus de 16 ans. Les discussions remontent à 2008, donc on peut dire oui, le concept de Bitcoin est un peu plus vieux que 16 ans, mais en tout cas, le Genesis Block, le tout premier bloc, lui, a 16 ans. La publication de ce petit manuel de cuisine qui a changé le monde. 16 ans. Pour faire très simple, deux types de régulation MiCA. La régulation européenne auquel doivent se conformer les stablecoins pour pouvoir s'échanger dans l'Union européenne et la régulation auquel les exchanges, les plateformes régulées, doivent se conformer. Première réponse, pourquoi est-ce que les plateformes comme par exemple Meria ou encore Kraken ne proposent plus de rendement sur les stablecoins? Parce que nous sommes des plateformes qui veulent être conformes MiCA. Nous avons des dossiers déposés pour devenir agréés MiCA et pour ce faire, nous n'avons plus le droit de proposer des rendements sur des stablecoins à nos clients. À quel point c'est idiot, je vous laisse juger, ça c'est à vous de voir, mais nous devons de protéger nos clients en leur empêchant de générer des intérêts sur leurs stablecoins, sur nos plateformes. Du coup, les gens vont simplement aller récupérer les rendements directs dans la DeFi. La plupart du temps, c'est une bonne nouvelle pour eux parce qu'ils vont apprendre à le faire. Il y en a d'autres qui vont se faire avoir, c'est comme ça. Faites juste attention parce que les gens vont aller vers les meilleurs rendements possibles et c'est pas toujours les plus safe. Bref, voilà. Maintenant, est-ce que c'est vrai que l'USDT est délisté de toutes les plateformes? Non, pas forcément. Pourquoi? Parce que pour le moment, l'USDT n'est pas encore, et n'a peut-être pas prévu de se conformer au niveau de l'Union européenne, mais le discours du fondateur du USDT s'est assoupli. Au début, c'était vraiment fuck la régulation, nous n'irons pas en Europe. Et là maintenant, il est un peu en train de revenir sur ses propos. Donc, affaire à suivre. En attendant, tant que l'application et l'entrée en vigueur des différents PSAN ne seront pas devenus agréés, pour l'instant, vous trouverez encore de l'USDT sur la plupart des plateformes européennes, parce qu'il est incontournable. Mais à un moment, soit l'USDT va devoir se conformer, soit à un moment, ces plateformes vont devoir se détourner de l'USDT. D'ailleurs, sur la plupart des plateformes, et c'est le cas chez nous, chez Meria, les volumes d'USDC augmentent, les volumes de l'EURI ou de toutes les autres stablecoins augmentent, et les volumes en USDT baissent petit à petit. Mais en tout cas, ils sont toujours listés. On continue, remboursement d'FTX enfin lancé. En gros, ils ont annoncé rembourser 120% du montant en dollars, entre guillemets, au moment de la faillite. Attention quand même, parce que c'est au moment de la faillite, et à l'époque, Bitcoin valait beaucoup moins. Quoi qu'il arrive, les remboursements ont commencé, donc ça va faire de la liquidité qui va revenir dans les poches d'investisseurs qui vont potentiellement vouloir s'indexer aux crypto. Bref, FTX Creditor ont fait un coup de ouf. FTX Creditor, c'est une plateforme qui rachetait les dettes. Pour être franc avec vous, j'ai moi-même vendu la valeur de mon compte FTX à 95% de sa valeur, et je pensais avoir fait un bon coup. Bon, en réalité, j'étais pas sûr de la visibilité, je savais pas quand est-ce que j'allais les récupérer, je savais pas à quel point, etc., mais 25% du solde de mon compte, en plus, ils vont récupérer. Sachant qu'il y a des gens qui ont vendu le solde de leur compte à 30 ou 35%. Donc c'est quand même un truc de ouf, hein. On continue l'actualité. BlackRock, le fonds IBIT de BlackRock enregistre sa plus mauvaise journée depuis son lancement. C'était le 2 janvier. 332 millions de dollars qui sortent de l'ETF de BlackRock qui reste quand même en positif de 37 milliards. Autant vous dire qu'il avait de la marge, ça fait 1% des volumes sortants. Et autant vous dire que dès le lendemain, il y a eu 253 millions de volumes entrants. Donc c'est vite venu pallier tout ça. Bref, on regarde un petit coup d'œil sur Ethereum quand même. Globalement, on a des volumes qui repassent dans le positif sur une moyenne, mais qui sont encore majoritairement négatifs. Enfin, c'est pas unilatéral, il n'y a pas que des volumes entrants. En tout cas, on était bien en négatif, on est repassé en positif, mais là, ça stagne un petit peu depuis le début d'année. On va voir ce que ça va donner, mais on a vraiment eu une grosse entrée de 2 milliards de dollars sur les ETF Ether entre fin novembre et fin décembre à peu près, et depuis, ça stagne un peu. Enfin, ça stagne un peu, il y a eu 200 millions d'entrées, mais il faudra voir comment ça va se développer dans les mois qui viennent. MicroStrategy continue encore, ça c'était à 6 heures, les gars, enfin il y a un jour ça a été annoncé, et va lever 2 milliards de plus pour acheter du Bitcoin. Il ne s'arrête jamais. XRP qui renverse Tether en tant que 3e plus grande valeur crypto en termes de capitalisation, c'est-à-dire qu'en passant les 2,4 milliards de dollars, ils sont passés devant Tether. Oh là, ça à 200 millions près, hein. Autant vous dire que ça peut vite rebasculer et le flip peut s'inverser. Mais bon, en réalité ça reste un peu différent, hein. Ça c'est la supply d'un token qui a pour but entre guillemets de s'apprécier, hein, entre guillemets, parce que ça ferait de l'insécurité si vous voyez ce que je veux dire. Mais en attendant, Tether, ça n'a rien à voir. Enfin, la supply d'un stablecoin ne peut pas pour moi être comparable à la supply d'XRP. En attendant, autant vous dire que Tether ne fléchit pas trop, hein, malgré les doutes sur l'Europe. Pour l'instant, Mika, ça les affecte pas tant que ça, hein, si je peux me permettre. Ouf.
Ça veut dire qu'il y a encore de la grosse liquidité sous le coude. Après, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre sur le stablecoin parce qu'on peut obtenir des bons rendements. Vous allez genre juste sur AAVE, vous pouvez sortir aujourd'hui 8% d'intérêt sur de l'USDT et 9 en ce moment sur de l'USDC. Donc voilà, il faut comprendre qu'il y a des gens qui viennent en stablecoin pas seulement pour avoir de la liquidité pour pouvoir acheter des cryptos, mais également pour générer des intérêts sur leur stablecoin. Faut le comprendre parce que les taux d'intérêt ont baissé dans la finance traditionnelle, ils sont en train d'être réajustés petit à petit par les banques centrales. Donc naturellement, rentrer en crypto pour aller sans prendre trop de risques, parce qu'il y a un petit peu de risque quand même, générer entre 9 à 13% d'intérêt, c'est particulièrement sexy. Hyperliquid ouvre les portes du stacking. Pour faire simple, ils ont pris 16 validateurs. Dans les 16 validateurs, majoritairement, il y a 8 validateurs de leur team à eux. Et on peut enfin staker son token Hyperliquid pour obtenir quelques tokens. Je crois que le rendement, c'est, vous allez le voir là, allez, 2% d'APR par an. Donc c'est encore relativement bas. Globalement, voilà, c'est des validateurs de la fondation. On le voit bien, ils ont 65 millions de jetons et quelques autres qui ont été sélectionnés. Ce qu'il faut regarder, et c'est pour ça que j'ai fait un tweet, et j'ai demandé à la communauté un petit coup de pouce pour que les gens nous délèguent leur token Testnet Hype. Un token testnet, c'est pas un vrai token hyperliquide, c'est les tokens qui ont été distribués gratuitement aux gens qui ont eu des airdrops. Gratuitement dans le sens où sur le testnet, je parle pas des tokens qu'ils ont eu gratuitement avec leurs points qui leur ont rapporté de l'argent, je parle vraiment des tokens de test. Et également ceux qui ont utilisé Hyperliquid en testnet avant même que le mainnet existe et qui ont eu ce genre de token. Ces T-Hype, globalement, si vous avez obtenu un airdrop, vous en avez et ils vous servent à rien. D'ailleurs, je suis même pas sûr que vous en ayez conscience d'en avoir. Pour le savoir, il faut aller sur Hyperliquid, il faut cliquer sur testnet ici et ensuite, il faut cliquer sur stacking. Et vous allez voir les tokens que vous pouvez avoir quand vous êtes connecté à votre portefeuille. Pourquoi je demande ça? Il va y avoir une deuxième salve de validateurs qui vont pouvoir sécuriser des blocs sur le mainnet. Pour l'instant, on ne sait pas qui va être choisi, mais quand on règle sur les 30 derniers jours les meilleures performances en termes d'uptime, qui est l'une des valeurs les plus importantes, dans le top 10, vous avez Meria, dans le top 13, pardon. Meria qui est presque à 80% et qui augmente son score de jour en jour parce qu'il y a à peu près un mois, on était à peut-être 60 ou 65%. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a un seul problème, c'est que si en tant que performeur, on a une chance de valoriser notre nœud et d'être sélectionné, pour pouvoir valoriser ton nœud, il faut être actif sur l'actif set. Et pour être actif sur l'actif set, il faut avoir des tokens de test, donc des tokens qui n'ont pas la même valeur que les tokens du mainnet, staker sur ton nœud. Et le problème, c'est que là, nous, on n'en a que 750 000. Bref, tout ça pour vous dire que si vous avez des tokens de testnet et qui dorment sur votre compte à rien faire, connectez-vous, cliquez ici là sur testnet et puis n'hésitez pas à les déléguer si vous le voulez bien sur notre nœud. Ça nous permet de rester dans la course, d'essayer d'améliorer notre uptime et peut-être, je dis bien peut-être, d'être sélectionné dans la prochaine tranche de validateurs qui vont sécuriser le mainnet d'Hyperliquid. J'ai terminé l'actualité, je veux vous parler de BIM. Il y a plusieurs narratifs que je vous ai présentés, notamment sur ma chaîne. Le plus récent, le nouveau, c'est vraiment le fee switch. Mais il y a également la narrative de gaming. Je suis pas très exposé sur cette narrative parce que pour moi, il y a beaucoup de projets dans lesquels j'ai investi et qui se sont cassés la gueule. Parce que c'est très dur, le marché du gaming, c'est un très gros marché, il est dur à pénétrer. Il y a des projets dans lesquels j'ai encore des billes et j'espère qu'ils vont se relever à un moment. Là, mon but à moi, ça va vraiment être de renforcer quelques lignes. Ce sont des investissements que je fais, soit des tokens qui sont listés, soit des tokens qui n'existent pas encore. Je le rappelle, ceci n'est pas un conseil en investissement. Investir comporte des risques de perte partielle ou totale de capital et vu que ce sont des petites caps, c'est pas Bitcoin, c'est pas Ether, il y a des vrais risques de perte, il faut en avoir conscience. Et surtout, sur les tokens qui sont même pas encore sortis, parce que naturellement, tu as des investisseurs et tu as des pressions de marché qui vont potentiellement arriver et qui vont venir écraser le prix du jeton. Ceci n'est pas sponsorisé dans le sens où j'ai pas été payé pour en parler, mais je suis quand même investisseur et j'en ai dans mon bag. Donc je dois obligatoirement, pour être honnête et transparent, commencer mon pitch par vous dire j'ai investi dans ces deux projets. Maintenant, vous faites vos propres recherches, vous faites votre propre analyse, mais au moins vous savez à quoi vous en tenir. Globalement, BIM a son propre réseau, c'est un subnet sur Avalanche, il a son token sur BNB également, il a son token sur Ether, mais globalement, il va proposer comme toute blockchain des fonctions basiques de DeFi, que ce soit des swaps, que ce soit des bridges, mais ce qui est intéressant avec le projet, c'est qu'il propose tout un environnement et son objet, c'est très simple, c'est faire une surcouche qui va permettre d'effacer totalement la complexité de gaming. Le problème, vous le savez, c'est toujours pareil. Quand tu veux proposer un jeu en lien avec la blockchain, soit ton jeu, c'est un vrai triple A, le truc est énorme, il est listé partout et t'as une chance, mais c'est très dur parce que pour réussir, t'as pas juste à être un bon projet blockchain, tu dois être un bon jeu. Et là, c'est catastrophique. Là, c'est hardcore parce que être un bon jeu, c'est rentrer dans une industrie qui est déjà surchargée. Donc faire un bon jeu vidéo, c'est un autre métier que faire une bonne crypto. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment deux choses complètement différentes. Et il y a des bons projets crypto qui échouent parce qu'ils n'arrivent pas à faire des bons jeux, et il y a des bons jeux qui échouent parce que globalement, ils n'ont pas réussi du tout à se raccrocher à la narrative crypto. Pour faire très simple, eux, ils proposent une technologie et ils ne créent pas de jeu eux-mêmes directement. Eux, ils fournissent l'infra qui va permettre aux gens de créer les fameux NFT, les fameux tokens, et de raccrocher ça, en fait, de raccrocher
accrocher toute l'infrastructure technique du jeu avec la partie blockchain. Ils vont te fournir ce qu'on appelle le BIM SDK, donc c'est un développeur kit qui va te permettre en plus de ça d'avoir directement Sphere. Sphere, ça va être le shop où tu as les NFT, donc tu as carrément une plateforme où tu vas pouvoir venir et échanger tous les NFT de tous les différents jeux en collaboration avec d'autres blockchains, hein, que ce soit Polygon, que ce soit Avalanche, que ce soit Immutable qui sont connus pour leurs jeux. Bref, tu as directement la place de marché et tu as d'autres trucs comme par exemple le BIM Hub. Ça va être un endroit où tu vas pouvoir te connecter pour interagir avec tous les autres utilisateurs, un petit peu comme la Steam. En gros, eux, ils fournissent que de l'infrastructure pour des jeux. Qu'est-ce qui, moi, m'intéresse là-dedans? Bon, au-delà le fait que je vois un petit peu par qui ils sont backés et je vois les grands noms, donc ça me donne confiance au projet parce que globalement, c'est des mecs suffisamment robustes. Ce qui, moi, m'a vraiment attiré, voilà. Les mecs, ils ont 228 millions de dollars de trésorerie. Avec cette trésorerie, ils investissent dans des jeux vidéo. Donc les mecs, en fait, ils ont un fonds d'investissement qui permet non seulement de fund des créateurs de jeux, donc ils parient sur des nouveaux jeux vidéo. Donc leur but, c'est de se valoriser et de gagner en investissant dans des jeux. Et la deuxième chose, c'est le fait que massivement, ils vont utiliser cette trésorerie pour valoriser leur écosystème et donc leurs jetons. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, vu l'évolution de leur trésorerie et vu les paris qu'ils ont fait, ils ont également accès à des nouveaux jeux qui se lancent crypto et blockchain. Et attention, je vous l'ai dit, les jeux blockchain peuvent se péter la gueule. Mais même quand ils se pètent la gueule, on sait pas quand, on sait pas comment, mais c'est comme le RWA. On sait très bien qu'il y en a quelques-uns qui vont percer. Donc il y a des projets qui se valorisent énormément. BIM investit dans ces projets, investit dans les nouveaux tokens de ces nouveaux projets et génère de la trésorerie. Donc je trouve ça relativement intéressant parce que c'est un pari global sur l'écosystème gaming. Ça veut pas dire que ça va être un pari gagnant, ça veut pas dire que le token ne peut pas complètement se péter la gueule, hein. Il est déjà relativement haut, faut l'avoir en tête. Par contre, c'est un acteur qui est plutôt un good player financier et infrastructure de l'écosystème gaming. Voilà pourquoi c'est mon pari. Je le rappelle, c'est l'une des petites lignes de mon portefeuille sur des coins volatiles, hein. On est sur une valorisation à fully diluted value 1,7, donc là c'est 1,3 milliard de valo. C'est réellement des projets qui peuvent se péter la gueule. C'est-à-dire que je ne mets pas 5 ou 10% de mon portefeuille dessus, c'est impossible. Mon portefeuille crypto a une petite poche qui est réservée aux actifs volatiles sur lesquels je prends des vraies bêtes. Je vais pas chercher 20 ou 30% de hausse là-dessus. Je vais chercher un vrai multiple. Et donc, je suis réellement prêt à perdre le montant que j'investis.